Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième analyse du livre de soi. Donc, quatrième analyse voulant dire chapitre 4, la chute de la citadelle. C'est un chapitre qui est à peu près aussi grand que le troisième. Donc, ça va pas être très long, peut-être une trentaine de minutes, peut-être une quarantaine. Mais voilà, donc on va analyser ce qu'il y a dans ce chapitre. Alors, c'est parti. La frêle aube, la pâle aube, avec les aigrettes de brume du matin. Soit se souvenait de rêves effrayants qui l'avaient assailli aux toutes dernières heures de la nuit. À nouveau, mais dans un décor différent, les inconnus de cuir et de métal avaient poursuivi l'ici. Donc ici, c'est très intéressant. Les inconnus de cuir et de métal, c'est la seule description qu'on a des personnages. On les décrit à travers leurs vêtements. Puis je crois que cuir et métal, c'est très simple. C'est une façon élégante de parler de ces mystérieux inconnus qui sont en train de poursuivre Lucie. Donc voilà. On va pas mal plus loin. Il faut savoir que j'ai déjà dit beaucoup de choses dans les chapitres précédents, donc je vais passer un peu ce qui se répète, puis je veux réellement apporter des points qui sont nouveaux. Vous éviter la répétition, puisque c'est quand même des vidéos qui sont assez longues. Donc pour que vous ayez le plus à retirer de ces vidéos-là. Donc on va plus loin. Tu es malade parce que tu te comportes comme un novice. Te laisser surprendre ainsi, tu n'y penses pas. Si nous avions été au combat, mon garçon, tu serais raide mort. À propos, j'ai une nouvelle pour toi. Je ne sais pas s'il te fera plaisir. En tout cas, je t'annonce que le noble Dmitir Vachar te prendra à son service dès après la chasse. Il estime que tu as l'étoffe d'un brillant duelliste, mais que tu n'as pas l'esprit assez militaire. Les livres t'ont gâché l'esprit à ce qu'il prétend. Que penses-tu de ça? Donc ici, on a encore une perception négative de la curiosité intellectuelle. On l'avait déjà un peu à travers le prisme de la religion à quelques moments dans les chapitres précédents, mais ici, c'est vraiment explicité très clairement. Les livres t'ont gâché l'esprit. Ça peut pas être plus clair que ça. Maître Ion, je ne sais que dire. Il paraît que c'est un grand honneur de servir Dmitir Vachar, mais on dit également qu'il traite son escoute comme des chiens. Et ici, les trois petits points montrent que les paroles de soi sont inutiles. Donc, peu importe ce qu'il va dire, ça n'a pas d'importance parce que le choix est déjà fait pour lui. Puis c'est ce qu'on retrouve pas mal dans tout le roman, puis qu'on va encore le retrouver plus tard dans les prochains chapitres, même lorsqu'il va être libéré de la citadelle. On choisit pour lui. C'est pas lui qui fait les choix. Il fait toujours être... en fait, il est toujours le spectateur de sa propre vie d'une certaine façon. Dehors, le soleil jouait sur l'esplanade des combats. Deux garçons torse nu, luisants de sueur, étaient en train de s'affronter avec hargne. Les officiers parmi lesquels se trouvaient quelques nouveaux cavaliers sains les encourageaient à ne pas disperser leurs coups et à monter, ce qu'ils avaient dans le ventre. Soudain, alors qu'il s'approchait de ses camarades affrontés, arc-boutés dans un effort violent qui dessinait leurs muscles avec une précision presque obscène, Soit eut à la fois honte et horreur de toute cette mise en scène guerrière. L'Ordillon lui assena une claque paternelle pour le faire avancer plus vite vers la reine. Sur les pierres et gradins, les spectateurs donnaient de la gueule avec enthousiasme. Pris de vertige, soit leva les yeux vers le ciel et respira une longue goulée d'air ensoleillé. Le temps de la chasse était proche, et il lui fallait prendre une décision. Prendre une décision ici, on parle encore de sa trahison. Donc, il est toujours indécis. Ce qu'on retrouve déjà, ça fait ça fait les 2 derniers chapitres où il est indécis, il ne sait pas encore si il va faire la trahison. Des fois, il est certain de lui-même que oui, il va trahir. D'autres fois, il ne l'est pas du tout. Il se dit qu'il va rester avec la citadelle. Puis cette décision-là est encore là. Les deux garçons luttaient toujours. La façon dont ils se touchaient, se tiraient, se poussaient, évoquait quelque chose d'autre dans la mémoire de soi. Donc à nouveau, on a des allusions sexuelles qui sont un petit peu inutiles. Je vois pas où Daniel Walther veut en venir avec cette description-là, mais il le fait. Peut-être que c'est pour ajouter à l'ambiance, mais ça peut être dérangeant pour certains. Personnellement, je trouve que c'est pas particulièrement pertinent, mais voilà. Puis c'est aussi ce qu'on retrouvait ici, là, avec
arc-boutés dans un effort violent, qui dessinaient leurs muscles avec une précision presque obscène. Je crois que le champ lexical est assez clair. On comprend de quoi on parle. On comprend si on veut, le parallèle qui est fait avec une scène d'amour. Le vent tomba un bref instant, et avec lui tomba l'étamine jaune d'or, ornée du grand serpent. Le grand reptile héraldique se replia comme une image naïve, peinte sur un éventail que l'on referme. Donc ici, c'est une interprétation encore de présage. Donc l'étamine jaune d'or évoque le grand serpent. Puis on pense à une image naïve peinte sur un éventail que l'on referme. Donc ça donne beaucoup moins si on veut, de cet aspect grandiose qu'on pouvait retrouver à d'autres moments dans le texte. Le grand serpent ici est réduit à un éventail que l'on referme. Donc ça montre qu'il y a de moins en moins d'emprise sur soi d'un point de vue intellectuel. Donc c'est ce qui termine la scène ici, avec 985 mots. Une scène à peu près de taille normale pour le chapitre qu'on va voir. Est-ce que ça aurait pu être un peu plus court? Oui, mais je crois que de façon générale, c'est d'une assez bonne longueur. Donc les descriptions ne sont pas trop, ne prennent pas le dessus sur le texte, sur l'action. Donc je pense que c'est assez bon de ce point de vue-là. Il va mourir si je ne préviens pas les médecins. Mais si je révèle que j'allais ainsi dans sa bibliothèque et que j'avais accès à ses livres, que va-t-il advenir de moi? Donc ici, c'est Soi qui réfléchit. Et pour vous mettre un peu en contexte, Soi arrive dans la bibliothèque de Magnus, un endroit qu'il n'est pas censé côtoyer, mais Magnus lui permet. Et donc, alors qu'il arrive là, il voit le docteur qui se roule au sol et qui apparemment a un arrêt cardiaque. C'est probablement ça la situation. Et ça en dit long sur le personnage de Soi, ce qui est écrit ici, parce que c'est pas le héros effacé auquel on pourrait croire. Donc, c'est pas souvent c'est ce qu'on croise dans un roman comme ça, un roman de fantasy un peu plus héroïque, de l'heroic fantasy. On va avoir un personnage qui est effacé, un personnage qui va vers les autres, mais ici au contraire, alors qu'il voit le professeur Magnus, qu'il apprécie beaucoup, être en train de mourir, soit il pense seulement à lui. Donc il se dit qu'il va être puni si les gens savent qu'il est là. Et c'est sa première réaction. Donc ça en dit long sur son personnage. Au lieu de poursuivre ses investigations, il feuilleta hâtivement les notes de son maître et fit une découverte qui le bouleversa. Il en oublia complètement l'homme qui se tordait sur le sol et dont les halètements ressemblaient maintenant à ceux d'un chien assoiffé. Comme un voleur, il enfouit le cahier sous sa chemise et se glissa hors de la bibliothèque. Donc ici, on le voit définitivement, c'est seulement sa trahison qui compte aux yeux de Soi. Donc c'est un point de non-retour. Il prend vraiment la décision d'aller de l'avant et de trahir la citadelle coûte que coûte. C'est terrible, se dit-il, car maintenant, il faut que Magnus meure. S'il revient à lui et s'il constate que j'ai dérobé son cahier, je suis perdu. Personne ne pourra me sauver. Les obsèques de Magnus donnèrent lieu à une cérémonie grandiose. Donc ici, on a un passage d'un paragraphe à un autre, où la tension qui est établie ici à travers les pensées de Soi, où il espère que Magnus va pas... où il espère plutôt que Magnus va mourir, cette tension-là est complètement brisée avec la phrase qui suit « Les obsèques de Magnus donnèrent lieu à une cérémonie grandiose ». Donc, c'est un effet ici que Daniel Walter a voulu faire, mais qui brise complètement la tension et je crois que ça fonctionne pas. Je crois qu'il aurait dû vraiment soit attendre un peu, soit tout simplement enlever le premier paragraphe ici, où on nous fait part de la pensée de Soi qui, tout de suite après, devient inutile, devient hors sujet. Donc, voilà, il fallait faire un des deux, puis ici, je crois que ça fonctionne vraiment pas. C'est un passage qui est soit de trop, soit mal exécuté. Un déploiement d'oriflammes et d'acier étincela. Toute la population de la citadelle vit que les cavaliers saints portaient la dépouille, revêtue et ses vêtements d'apparat, jusqu'au sommet de la plus haute tour. Toutes les étamines, frappées du grand serpent, glissèrent le long de leurs hampes,
lorsque les officiers déposèrent la litière tendue d'étoffes funèbres sur la plate-forme, afin que le cadavre fût, selon la coutume, dévoré par les oiseaux, qui porteraient les fragments de son cœur, libérés vers les espaces infinis. Donc c'est une très belle façon d'en parler, puis c'est aussi un rite qui est inventé, qui est assez intéressant. Pendant que les paroles ronflantes de Primus inter pares montaient vers l'azur gelé, soit essayaient de trouver parmi la foule des visages familiers. L'azur gelé, une très belle façon de parler du ciel, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Je vais essayer de l'utiliser, celle-là, l'azur gelé. C'est vraiment beau, je trouve. Les pensées de soi s'envolèrent, franchirent en s'en jouant les hautes murailles, passèrent les champs cultivés par les cerfs, sautèrent les hautes palissades de pieux et pointés, les dernières barbacanes de bois, les fossés boueux, les espaces piégés où circulaient avec circonspection les valets, les varlets, tout de brun vêtus, tenant en laisse leur meute grondante. Il se retrouva bientôt sous le couvert des arbres. Par un détour complexe de ses pensées, au lieu de visage de l'ours et de ses cavaliers, il rencontra dans les bois la belle créature qui avait les traits de Lycie et le corps de Verena. Et cette femme composite le reçut dans ses bras, entre ses jambes, passionnément. Une nouvelle sonnerie de trompette, celle qui annonçait que la cérémonie était enfin terminée, brisa le rêve comme une tige de verre. Donc ici, c'est vraiment un passage qui est intéressant, un passage qui est assez beau et qui nous montre le voyage mental de soi. Donc, on est vraiment concentré sur le point de vue de soi, puis sur la façon dont il pense au monde qui l'entoure. Et on voyage, on va un peu partout. Puis ça nous montre son état d'esprit d'une façon qui est très efficace, en quelques petits paragraphes, quelques mots. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. Et c'est la force de Daniel Walther. Je pense qu'on l'a vu assez de fois. Donc c'est ce qui termine cette scène, 765 mots. Magnus qui meurt et sa cérémonie funèbre. Le visage de l'ours fut fidèle au rendez-vous. On commence comme ça la prochaine scène. C'est très efficace, ça fonctionne vraiment bien. Ça attise la curiosité pour la scène qui va suivre justement. Je sais, une ombre passa sur les traits de visage de l'ours. C'est terrible. Mais cet homme était du nombre des imposteurs. Il était une page du livre de l'imposture. Un jour, certainement, tu comprendras cela. Donc ici, c'est Visage de l'ours qui parle de Magnus et qui dit que c'était un imposteur. Et il y a un passage très intéressant, c'est que il était une page du livre de l'imposture, qui est un concept aux assonances assez bibliques. Donc si vous êtes un peu familier avec la Bible, je crois que c'est dans l'Apocalypse, il y a le livre de la vie dans lequel est enfermé le nom des justes, donc des gens qui vont aller au ciel. Ici, on a un parallèle intéressant, on parle plutôt du livre de l'imposture, donc on pourrait imaginer que c'est l'inverse du livre de la vie. Ça rajoute un peu à cette, disons, la culture qui est un hybride judéo-chrétien et mythologie nordique qu'on retrouve dans le roman. On mélange un peu les deux, puis je crois que le mélange est intéressant, particulièrement ici. Donc si vous voulez la référence pour le livre de la vie, j'ai fait des petites recherches et ChatGPT m'a aidé pas mal. Apocalypse 3.5 et Apocalypse chapitre 20, verset 12. Donc les passages où on parle du livre de la vie. Si vous voulez y jeter un coup d'œil. Soit pris sous sa jaque de cuir clouté, le gros cahier dérobé dans la bibliothèque de Magnus. La lumière tombait de guingois sur le visage de son interlocuteur, et le garçon tressaillit. Jamais un homme n'avait tant ressemblé à un ours. Du menton à la racine des cheveux, ses traits se dissimulaient sous un épais pelage gris. Seuls ses yeux et ses dents étincelaient, rubis matinés de chrysolite, éclat d'ivoire. Donc enfin, on a une description de visage de l'ours qui est un peu plus, disons, touffu, pour pas faire de mauvais jeu de mots, avec le passage qu'il y a ici. Donc, le mystère, il s'efface un petit peu, alors que Soi apprend à faire sa connaissance. Donc, c'est assez intéressant. La façon dont sont amenées les descriptions, je crois que c'est assez intentionnel.
Donc le mystère s'efface petit à petit. Malgré lui, le jeune homme baissa la tête. Un poignard d'acide gelé se faufila cruellement entre ses côtes, lui fouilla le cœur. Il avait eu tort de défier Visage de l'Ours. Cet homme, s'il était réellement un homme, avait des pouvoirs que seuls détenaient les grands meneurs de hordes du temps passé. Donc ici, on ramène le doute. Donc on ne sait pas si c'est un homme, et c'est un moment qui est stratégique encore une fois. Donc on nous dévoile et on nous enlève des informations sur le Visage de l'Ours à des moments stratégiques. Ici, soit il voit qu'il s'est mis un peu trop à l'aise avec Visage de l'Ours, puis Visage de l'Ours, il montre son autorité, et au même moment, on peut comprendre que soit, disons, le rapport entre soi et Visage de l'Ours est rétabli, il demeure encore un peu mystérieux, et c'est pour ça qu'on ramène la question à savoir s'il est réellement un homme. On va pas mal plus loin, donc fin de la scène, 600 mots, la rencontre de soi et de Dorn, dont on va parler tout à l'heure. Ils chevauchèrent dans l'herbe drue de la clairière, traquant un loup revêche, vieux gris solitaire, chasseur endurci qui défendait chèrement sa peau malgré son grand âge, refusant de se laisser tuer. Toute une demi-douzaine d'apprentis lui collaient au train, déjà surexcités par quelques carnages faciles. Ils s'encourageaient mutuellement, filant comme des flèches vers l'autre bord de la grande clairière. Le soleil, maintenant, s'approchait de la verticale et ses rayons tombaient durement sur les épaules des jeunes chasseurs, faisant couler des rigoles de sueur sous leurs aisselles. Donc ici, encore un début de scène qui est intéressant. On commence la scène dans l'action. Donc c'est un procédé qui est vraiment pertinent, qui permet de garder un certain rythme dans le texte. Là, on est à peu près à mi-chemin dans le chapitre, alors c'est bien de commencer ces scènes avec quelque chose qui est impactant. Et donc ici, il y a à nouveau une scène entre Dimitri Vachor et Soi, où Dimitri Vachor parle à Soi et lui dit qu'il sait que Soi n'est pas enchanté de travailler avec lui. Et alors, on nous décrit le cœur de Soi comme battant lentement, si douloureusement qu'il pouvait s'arrêter à n'importe quel instant, soufflé par la peur comme la flamme d'une misérable chandelle. Donc, belle description encore une fois, mais c'est un étrange choix de mots, un étrange choix de façon de nous décrire la réaction de Soi, parce que, au contraire, selon moi, vu qu'il est en situation de stress à ce moment-là, son cœur devrait battre plus rapidement, mais on dit qu'au contraire, il va plus lentement. Et je vois un peu ce que Daniel Walther veut faire pour montrer que Soi a un peu peur d'être découvert, donc il limite ses mouvements, son cœur bat plus lentement, mais on est vraiment en décalage avec la réalité. Puis peut-être que c'est volontaire au final, mais personnellement ça m'a sorti de l'histoire. Je ne sais pas trop ce que voulait dire Daniel Walther à travers ça, donc selon moi c'est pas tout à fait bien exécuté. Ok, alors la caméra a lâché tout à l'heure, donc je vais reprendre où on était au moment où ça l'a lâché. Donc, je t'ai observé, mon garçon, je t'ai observé, avec tout mon soin. De tous tes camarades, tu es incontestablement le plus éveillé, le plus intelligent. Si tu voulais suivre mes conseils, nous pourrions faire ensemble de grandes choses. À propos, que cherchais-tu tout seul, tout à l'heure dans les bois? Donc ici, on joue encore avec la trahison de Soi. Donc, pour ajouter un peu de tension, on nous montre Dimitri Vachor qui se doute de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été fait auparavant, mais ici, c'est une situation un peu plus dangereuse. Donc, ça rajoute de la tension. On va plus loin. Oui, donc c'est la fin de cette scène, 735 mots. Donc, une longueur de scène assez habituelle. Une ombre qui ressemblait à un grand reptile obscur se tortilla sur le sol, se dressa dans les flammes mourantes en un mouvement coléreux. Comme pour le mordre, lui injecter le venin d'une terrible vengeance, Soi crut entendre, très loin au-dessus de sa tête, un ricanement moqueur. Donc ici, ça préfigure la fin de la citadelle et de son idéologie. Donc le serpent est dans les flammes, il est sur le bord de mourir, de disparaître.
Et donc, c'est un peu ça qui est préfiguré ici, avec cette vision un peu étrange qu'a Soi. Puis d'ailleurs, on ne sait jamais ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Ça rajoute au mystère un peu de notre histoire. Du côté du pont des menteurs, de la tour des traîtres, un mufle charbonneux, gercé de flammes oranges, le couvait d'un regard d'émeraude. L'enfer vomissait sur le monde une pléthore de démons. Ici, juste le mot charbonneux, qui est très rarement utilisé, rajoute un peu d'intérêt à la description. Un mufle charbonneux pour dire que c'est un mufle noir. Donc, c'est quand même intéressant. Lord Dion était du nombre, mais il chevauchait un peu en retrait, comme s'il regrettait, ou s'il avait honte, de fuir ainsi, abandonnant la place aux pillards et aux oiseaux de proie. Donc ici, encore une fois, je vais parler de la syntaxe qu'utilise Daniel Walther. Ça gâche complètement le rythme de la phrase d'ajouter cette parenthèse-là, ou s'il avait honte. Ça aurait pu être simplement mis entre virgules, puis personnellement, je trouve que c'est dérangeant. Donc, un autre moment où ça fonctionne plus ou moins bien, la syntaxe particulière de Daniel Walther. La main que Lord Dion tendait vers lui semblait soudain rassurante, paternelle. Gantée de cuir souple, elle devenait le symbole tutélaire de son enfance, de sa première jeunesse, passée entre les entrailles de pierre de la citadelle. La barbe du maître d'armes, roussie par le feu, s'agitait lentement, et Soi comprit que le vieux guerrier lui adressait des paroles d'encouragement, le pressant de quitter son encoignure enfumée. Elle devenait le symbole tutélaire de son enfance, en parlant de la main paternelle, gantée de cuir souple. Ça crée une opposition entre son passé et son avenir. Donc, la main qui lui est tendue, la main du passé, c'est un symbole assez clair, mais il faut que Soi renonce au monde qui est préétabli. Il faut qu'il renonce à son passé et qu'il aille de l'avant. Fuyez, Lord Dion, je reste ici. Donc ici, il fait enfin un choix définitif. On voit qu'il accepte l'aventure, qui est un moment important dans le voyage du héros. Et ça leur a pris seulement 4 chapitres. Donc c'est quand même long, surtout dans un roman qui, comme ça, a à peine 10 chapitres, je pense. Donc c'est assez long, mais il faut aussi voir un portrait un peu plus grand de la situation. Donc c'est un livre parmi 3 romans. Donc la trilogie de Soi, elle peut être vue comme étant le voyage du héros au complet. Et donc, avec cette perspective-là, c'est un peu plus logique que l'acceptation de l'aventure se trouve au 4e chapitre, à presque la moitié du roman. La javeline avait une hampe étincelante, qui rutila longuement dans les rayons de la lune et les fluctuations lumineuses de l'incendie. Ce miroitement cruel fascina Soi, jusqu'au moment où le bruit d'une nouvelle cavalcade vint le tirer de son hébétude. Donc ici, c'est un passage assez curieux qui montre que on n'a pas un héros classique des livres de fantasy. Lorsqu'il voit la destruction, lorsqu'il voit l'incendie, il est fasciné. C'est le mot qui est utilisé ici, fasciné. Donc, il est positivement intrigué par la violence, plus qu'il n'est surpris par les événements. Il est vraiment fasciné. Donc, c'est un choix intéressant de mots qui en dit long sur le personnage. Viens du visage de l'ours. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tu n'as plus rien à faire avec ces gens-là, mon garçon. Tu dois couper le cordon ombilical. Donc ici, la comparaison qui est faite, ou plutôt la métaphore qui est faite ici, est assez claire. Ça montre que Visage de l'ours, il agit en mentor dans la situation. Il lui montre qu'il doit aller de l'avant, puis il incite son protégé à passer le seuil. Je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi ici. Je ne veux pas te suivre. Je t'ai livré la citadelle. Je t'ai livré mes frères. Je ne veux plus rien avoir avec toi. Et donc ici, c'est le moment où Soi regrette de ce qu'il vient de faire. Il était partagé tout au long de sa trahison. Il hésitait à la faire pendant très longtemps. Puis ici, on voit qu'il y a quand même une part de lui qui regrette ce qu'il a fait. Et soudainement, la perspective de Soi devient un peu plus sombre, puis ça apparaît dans ce qui nous est décrit. Donc, les descriptions sont toujours en lien avec ce que ressent le personnage principal, ce que ressent Soi. Et ici, ça paraît quand même assez bien. Donc, avec Visage de l'ours, il y a un gnome qui est avec lui, un nain. Et il est décrit ici.
Donc le gnome s'était avancé dans la pluie sulfureuse qui tombait des nuages décomposés. Les pouces de ses mains noueuses passaient dans sa large ceinture bouclée d'argent. Son attitude était celle d'un ruffian qui cherche querelle, mais dans cette nuit infernale, crépusculaire, il ressemblait davantage à un crapaud, bavochant, tout juste échappé des limites de l'enfer. Donc, on voit vraiment que soudainement, le personnage est décrit de façon assez négative. Puis, je trouve que c'est une assez belle description. C'est une bonne première impression qui nous est donnée de ce nouvel allié de soi. On va pas mal plus loin. Donc, ils parlent ensemble. C'est pas si intéressant que ça, mais ils font connaissance. Puis finalement, il est écrit « Dans la nuit incendiée, Dorn, qui est le gnome, émit un gloussement vénéneux. » Et donc ici, à nouveau, on a un vocabulaire connoté qui donne une assez mauvaise image des nouveaux alliés de soi. Un gloussement vénéneux. C'est comme ça que se termine la scène. Et ça montre assez bien l'intention de Daniel Walther de nous montrer Dorn sous un angle plus négatif. Et c'est aussi le cas pour Visage de l'ours. Lucie tremblait de peur. Elle avait été arrachée au sommeil par des bruits impossibles à identifier. Des clameurs, des raclements, des cliquetis, des tintements, des appels, des piaulements, hennissements, abois, hurlements. Elle se demanda un instant seulement si elle avait complètement émergé de la nuit, ou bien si son esprit était encore à demi engourdi par les brumes du sommeil. Deux choses à dire ici. Donc, premièrement, c'est assez inutile de nommer autant de noms pour décrire un son. L'effet est pas tout à fait réussi selon moi. Donc, ça fait beaucoup quand même de mots. Beaucoup de mots qui veulent dire une seule et même chose. Donc, je pense que d'un point de vue oral, ça fonctionne bien. Des clameurs, des raclements, des cliquetis, des tintements, des appels, des piaulements, hennissements, abois, hurlements. C'est intéressant, mais je pense que ça n'a pas sa place ici. Je pense que c'est un peu trop intense pour cette scène-là qui, au final, n'est pas si importante, avec seulement 154 mots. Mais bon, tant pis. Et ici, deuxième chose que je veux dire, c'est que on remet en doute quant à ce qui est décrit. Donc, à nouveau, on crée une ligne très fine entre la réalité puis le rêve. On ne sait jamais qu'est-ce qui est quoi. Et ici, on le montre bien. Donc, elle se demanda si elle avait complètement émergé de la nuit, ou bien si son esprit était encore à demi engourdi. C'est intéressant. Puis brutalement, alors qu'elle commençait à se dresser dans l'ombre du dortoir, un ourvari de braillements l'entoura. Ici, ourvari, mot que j'avais jamais lu auparavant. Ça doit être un mot assez rare. Il faudrait que j'aille voir les statistiques antidotes. Mais ourvari, vraiment, c'est quelque chose comme mot quand même, qui veut dire vacarme en passant. Ok, donc je viens de regarder pour le mot ourvari, puis on est à 21 sur l'échelle de 100 de mots habituels. Donc 21, c'est très très rare. C'est un mot très peu fréquent. Et ça nous sort un peu du sujet. J'ai tendance à dire que souvent, si on utilise un mot qui est rare, il faut que ce soit parce qu'il est important, parce qu'il a vraiment un sens. Autrement, ça nous met un peu hors de l'histoire. Donc, un ourvari aurait pu dire un vacarme, tout simplement. Mais bon, c'est Daniel Walther, alors souvent, il va utiliser des mots un peu plus recherchés. Quand la porte fut jetée hors de ses gonds, Lucie ferma ses yeux, se laissant emporter par les démons ricanants qui la cernaient sans merci. Et ici, c'est intéressant. Donc, juste pour expliquer un peu ce qui se passe, Lucie se fait enlever. Et donc, il y a des gens qui arrivent et on les compare soudainement à des démons ricanants. Et ça mêle très bien la superstition et la réalité pour montrer la confusion qui domine ici à ce moment-là. Et donc, pour elle, ce sont des démons ricanants qui viennent la chercher. Alors, ça a fini le chapitre 4. Donc, cette scène-là était de 154 mots, celle d'avant de 1316. Et cette dernière scène-là était assez intéressante. Donc, en si peu de mots, on réussit à nous véhiculer quand même la situation. Je pense que c'est le format parfait pour l'importance de la scène. Elle est très élégante dans sa brièveté. Donc, c'est intéressant. En tout, 4570 mots.
pour le chapitre 4. C'est ce qui le conclut. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire du chapitre. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Puis, on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 5. Alors voilà, merci beaucoup.